Un jour s'est levé, un autre vient de passer. Amis lecteurs, bien le bonjour, nous sommes rendus donc au lundi 19 mars de l'an de grâce 2018 et bienvenue donc à ce tout premier numéro du kiosque africain sur Afrique Média Télévision pour ce qui concerne effectivement cette grande semaine. Et bien, nouvelle semaine donc, nouvelle actualité à découvrir donc, dans le cadre de cette édition de kiosque africain vous permet naturellement d'avoir la quintessence de toutes les informations telles que traitées naturellement par la presse africaine au jour le jour. Et bien, ce matin, nous n'allons pas faillir à la tradition, nous allons donc aller naturellement découvrir ce que disent notamment ces tabloïds africains qui sont naturellement en kiosque depuis quelques heures, depuis l'Afrique centrale. Donc nous allons d'abord au Gabon avec naturellement Gabon Actualité, un journal cher à Yves-Leopold Ngoma qui est donc en ligne depuis quelques heures. Cour criminelle spéciale à la une de Gabon Actu, même les morts doivent être poursuivis. Fin de citation. Le jugement des génocidaires financiers du Gabon entamé jeudi dernier à Libreville par Blaise Ouada doit donc remonter le temps pour mettre devant la barre tous ceux qui ont donc organisé ou participé au génocide financier du Gabon, qu'ils soient vivants ou morts, a exigé l'hebdomadaire indépendant La Nouvelle République dans son numéro 120 du vendredi 16 mars 2018. Information relayée d'ailleurs ce matin parle aussi d'informations de Yves-Leopold Ngoma, Gabon Actualité, que vous pouvez d'ailleurs consulter ce matin. Franchise universitaire, nous restons au Gabon, à la une donc du Gabon Review, le mythe. Eh bien, au sein donc, des universités publiques du Gabon, le personnel enseignant, à l'instar des membres du syndicat national des enseignants-chercheurs, tente donc de réanimer un mythe disparu depuis plusieurs années, le respect des franchises universitaires sans cesse violé par les forces de l'ordre. C'est ce que nous renseigne d'ailleurs le quotidien Gabon Review, qui est d'ailleurs en ligne, en tout cas l'intégralité de cette information relative à la franchise universitaire dans ce pays-là. À lire dans les colonnes de Gabon Review. On parle une fois de plus, une fois de trop, de cette rupture de contrat avec Don Veolia, toujours avec Gabon Économie qui en a visiblement fait son cheval de bataille. À la une du dit journal, toujours une qualité de service tout simplement déplorable. La reprise de la société d'énergie et d'eau du Gabon depuis le 16 février dernier n'a pas changé grand-chose aux défaillances enregistrées dans la distribution de l'eau et d'électricité dans le pays. Depuis donc la reprise de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, la qualité des prestations offertes à la clientèle ne s'est pas pour autant améliorée à Libreville. Comme l'a d'ailleurs précisé le journal, de nombreux usagers subissent toujours des coupures et autres délestages intempestifs, et ce, pendant des heures. En tout cas, c'est ce que nous révèle ce matin Gabon Économie. Nous allons sortir définitivement du Gabon avec donc le quotidien L'Union. Route nationale numéro 1, PK21, PK20. Eh bien, la une d'ordre du journal paraît au plus pressé, nous dit donc le quotidien L'Union à sa une de ce matin. Nous quittons le Gabon pour la République centrafricaine. Le pouvoir s'amuse à tronquer les acquis démocratiques contre les billets de banque au risque d'embraser tout simplement la République. Note Corbeau News, dans le cadre du respect des dispositions de l'article 11 de la loi organique numéro 17-011 du 14 mars 2017 portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le bureau du Parlement se renouvelle chaque année. Et bien pour mémoire, un derby avait d'ailleurs opposé l'an passé les partisans du président de la République et ceux du président de l'Assemblée nationale qui a d'ailleurs vu la victoire écrasante, méthodique et cartésienne du camp de la deuxième personnalité du pays. Le camp présidentiel cachait mal son fair play et avait du mal à avaler la pilule, mais a fini par purger sa peine en murmurant sa revanche sous 2 semestres. En tout cas, c'est ce qu'on révèle ce matin. Corbeau News. Température, nous prenons donc la température de la Centrafrique avec donc la nouvelle Centrafrique qui nous fait dire à sa une que la MINUSCA n'est pas là pour sauver les Centrafricains. Eh bien, pour cause, le zèle de la MINUSCA a traqué les chefs rebelles déstabilisant la République centrafricaine depuis bientôt 6 ans est tout simplement louable. Quand c'est nécessaire, la puissance de l'organisation sait très bien comment traquer et arrêter un individu dans le pays et où qu'il soit et se cache d'ailleurs. Cas récent, celui d'un chef anti-Balaka arrêté vendredi vers la ville de Bria, car étonnamment, eh bien, des chefs de guerre, aussi bien anti-Balaka que surtout Séléka, anti-Séléka sont tout simplement libres comme de l'air, pourtant coupables des milliers de meurtres de Centrafricains. La nouvelle Centrafrique croit désormais savoir
que la MINUSCA, qui est dans cette mission de maintien de la paix telle que lancée et commanditée, on va dire, par l'ONU, ne joue pas franc jeu dans ce pays-là. Et parce que, nous dit le journal, ces nombreux chefs de guerre qui sont responsables des meurtres à répétition dans ce pays-là, ce qui tout simplement comme de l'air. Pourtant, lorsqu'ils le veulent bien, la MINUSCA est capable de mettre la main sur ces ordres-là, puisque sachant d'ailleurs où les trouver, en tout cas, le journal semble donc interpeller cette mission onusienne à beaucoup plus de sérieux, beaucoup plus de sérénité et beaucoup plus de pragmatisme dans leur mission régalienne, celle de maintien de la paix dans ce pays-là qu'on appelle donc la République centrafricaine. Nous quittons la République centrafricaine pour la République démocratique du Congo. Le mouvement de Moïse Katumbi tient donc sa première conférence de presse, remarque donc le magazine panafricain Afrique Révélation à République démocratique du Congo. Ensemble pour le changement, la plateforme politique qui soutient la candidature de la présidentielle de Moïse Katumbi a organisé sa première conférence de presse à Kinshasa. Il était donc question non seulement de présenter les objectifs et le programme du mouvement, mais aussi de répondre à la majorité présidentielle qui soutient que Moïse Katumbi détiendrait une double nationalité, ce qui l'écarterait de la course à la présidentielle. En tout cas, on a vu son mouvement politique lancé il y a quelques semaines du côté de l'Afrique du Sud. Le voici donc du côté de la République démocratique du Congo, l'ancien gouverneur d'ailleurs du Katanga, qui semble désormais s'investir et veut d'ailleurs briguer la magistrature suprême du côté de la République démocratique du Congo, un pays qui est d'ailleurs en proie à des vives tensions sociétales et depuis d'ailleurs quasiment beaucoup d'années, et au vu justement de la non-application des accords de la CES-Ouest, notamment par le président en place, M. Joseph Kabila Kabange, eh bien pourquoi pas la tendance à venir donc du côté de ce pays alors que les élections présidentielles sont en perspective en 2018. Justement, nous parlons de décrispation d'ici le 30 avril 2018. C'est donc avec le quotidien La Prospérité qui nous fait savoir ce matin et que le CLC lance un appel à Antonio Guterres. Dans une lettre donc adressée à Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, le comité laïque de coordination en abrégé CLC rappelle que le temps est désormais venu de trouver des voies et moyens susceptibles de vider la crise électorale en perspective. S'il a admis que le 23 décembre 2018 constitue désormais avec le journal la date butoir pour régler définitivement la problématique de la légitimité des institutions, il va sans dire que pour y arriver, le comité laïque de coordination qui décrète une trêve momentanée de ces activités de grande envergure et de revendication entend plutôt des signaux clairs en termes de décrispation politique. Au plus tard donc le 30 avril 2018, passé ce délai, il promet y revenir et en même temps de les intensifier. C'est ce que nous voyons ce matin, La Prospérité, qui est effectivement disponible en ligne depuis quelques heures. Congo Institution, le mois de mars, serait-il celui de tous les dangers? C'est la principale interrogation retenue ce matin par les Échos du Congo-Brazzaville qui nous fait dire que dans la conscience collective et dans la conscience collective congolaise, le mois de mars est à tort ou à raison considéré comme celui de tous les dangers avec un risque de renversement violent des institutions. Depuis donc des années, ce mois est traversé par tous les clignotants en alerte comme si l'on redoutait un danger quelconque alimenté par la clameur publique. C'est ce que nous voyons ce matin, les Échos du Congo-Brazzaville. En tout cas, l'intégralité de l'information est donc à consulter dans les colonnes du dit journal. Nous quittons le Congo pour le Cameroun et c'est avec ce pays que nous allons sortir de l'Afrique centrale. Paul Biya, en partance pour la Chine, annonce, en partance pour Pékin, annonce le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune, répondant donc à une invitation de son homologue chinois, le chef de l'État, à quitter Yaoundé pour une visite d'été en Chine, accompagné donc de son épouse, Madame Chantal Biya. C'est ce que nous renseigne ce matin la une du quotidien Cameroun Tribune. Nous sortons définitivement du Cameroun avec donc Info Matin qui s'intéresse à Camtel et nous disons qu'à sa une que votre Abounou se voit déjà directeur général de la dite structure. L'intégralité de cette information à lire ce matin dans les calendes du quotidien Info Matin. Nous quittons l'Afrique centrale pour l'Afrique australe. Le professeur Kalou Luo présente les plans du gouvernement pour l'enseignement supérieur et le développement des compétences en Zambie. C'est ce que retient ce matin Loussa Katime qui nous fait dire que le gouvernement zambien envisage d'introduire un cheminement de carrière dans toutes les écoles secondaires techniques qui permettra aux étudiants désireux d'acquérir des compétences de passer 2
années supplémentaires après avoir terminé la 12e année pour acquérir les compétences. Kandou Lucio, ministre de l'Éducation, a déclaré dimanche aux journalistes du PF Interactive Forum tenu à l'hôtel Chrisma que les compétences professionnelles seront donc enseignées à tous les élèves des écoles secondaires techniques du pays dans le but d'acquérir des compétences sans passer par le collège. C'est ce qu'on révèle ce matin Lusaka Time. Mobiliser pour l'autogestion, notre priorité absolue. Maintenant, l'accord de 1964 mort n'est plus une véritable option. C'est ce que révèle, c'est ce qu'a déclaré le Young Gadambo, déclaration retenue ce matin par le quotidien Zambia A. Nous sommes bel et bien toujours du côté de la Zambie et le gens nous fait savoir que le principal mouvement indépendantiste de Barotseland, Liyung Gadambo, a averti que ceux qui étaient occupés à discuter de l'impossible rétablissement de l'accord Barotseland de 1964 risquaient de se perdre parce que la déclaration unanime de 2012 pour l'indépendance du Barotseland était résolue et définitive. Le coordinateur national de Liyung Gadambo, qui a comparé la situation actuelle à la nation juive sous Moïse, a déclaré qu'il était compréhensible que certains Barretts puissent tout simplement maintenant éprouver des sentiments d'incertitude. L'aider répond aux revendications de Mugabe, titre de Herald. Le président Mnangagwa a déclaré hier que l'ancien président Robert Mugabe avait le droit de s'exprimer librement, comme c'est le cas d'ailleurs pour n'importe quel citoyen privé, mais la nation a depuis lors évolué. En rappel, Robert Mugabe avait convoqué donc jeudi dernier une conférence de presse à un groupe restreint d'organisations de médias locaux et étrangers et a déclaré qu'il était inconstitutionnellement déposé par un coup d'État malgré sa démission avant la décision imminente le 21 novembre dernier. Eh bien, c'était donc la toute première que l'ancien président zimbabwéen s'exprimait au sujet de son éviction donc à la tête de la République du Zimbabwe. Eh bien, il a donc reconnu officiellement devant les médias nationaux et même internationaux de ce qu'il avait donc été victime d'un coup d'État savamment orchestré par la bande à M. Emmerson Mnangagwa. Depuis lors, donc, président de la dite République, eh bien, M. Mnangagwa qui tenait donc à répondre à M. Mugabe, à lui de lui dire donc que tout citoyen zimbabwéen vivant sur le sol est donc libre de faire une déclaration, sauf que d'ici là, eh bien, le gouvernement, alors les choses ont tout simplement évolué. On rappelle d'ailleurs que le Zimbabwe est en passe de tenir les élections présidentielles dans ce pays-là. M. Mnangagwa qui a d'ailleurs déclaré vouloir donner des élections libres, mais surtout transparente à ce pays qu'on appelle donc le Zimbabwe. En tout cas, on veut savoir peser les tenants et les aboutissants de cette sortie de M. Robert Mugabe beaucoup de temps après donc son éviction. Pourquoi avoir choisi maintenant pour s'exprimer? En tout cas, on verra cela dans la suite des événements tels que vont d'ailleurs nous donner la presse ou alors les journaux qui paraissent donc depuis le Zimbabwe. Élection gratuite, juste et crédible du côté donc du Zimbabwe à une dans le journal des Zimbabwéens, une étape décisive vers la reprise tout simplement économique. L'administrateur du PNUD à Harare, Hashim Steiner, qui est également vice-président du groupe des Nations Unies pour le développement, a conclu hier sa visite de 3 jours au Zimbabwe par une rencontre avec son excellence le président Emmerson Mnangagwa. Steiner a noté les progrès réalisés dans les préparatifs des élections, l'engagement exprimé de tenir les élections crédibles et pacifiques et les réformes en cours pour attirer les investisseurs et stimuler la reprise économique. La visite de l'administrateur du PNUD est la première visite officielle de haut niveau de l'ONU depuis donc de nombreuses années, signalant le soutien continu de l'ONU et du PNUD au peuple zimbabwéen. Avec de Namibians, Najuma se souvient de Chimichanze comme d'un patriote exceptionnel. Le président fondateur Sam Nujoma a déclaré que Fenora Chimichanze a joué un rôle central dans l'élaboration de la politique namibienne, a parlé librement. Il sera d'ailleurs situé dans l'histoire comme une servante exceptionnelle du peuple, s'exprimant vendredi au service commémoratif de Chimichanze à Windhoek. Nujoma a appelé les Namibiens à s'unir en son honneur. Les détails dans les colonnes du quotidien de Namibians.
Les Malawiens manquent d'éducation civique significative. Ce n'est pas nous qui le disons. Et bien maintenant, cette déclaration du journal Nyasatan qui paraît donc depuis le Malawi, avec donc le journal, croyez-le ou non, il est maintenant très clair que l'incitation pour les élections de 2019 se réchauffe. En fait, l'excitation est comparable à celle du vote référendaire de 1993 lorsque les Malawiens ont voté pour le changement. À l'heure actuelle, les partis politiques sont donc occupés à se réorganiser alors que les gens se réorientent vers les partis de leur choix. Les conventions du parti sont aussi sur la carte pour élire les dirigeants qui dirigeront les partis aux élections. Même les sujets de discussion dans les lieux publics sont basés, nous dit le journal, sur les prochaines élections et certaines personnes vont jusqu'à prévoir d'ailleurs les résultats. En Afrique du Sud, avec The Citizen, la commission du JAR condamne l'agression et l'humiliation d'une conductrice de train subie donc du côté de Pretoria. Le CGE affirme qu'une telle criminalité et une action terrifiante ne pourraient pas être autorisées. La commission pour l'égalité des sexes est consternée par l'action barbare de certains navetteurs qui ont donc déshabillé une conductrice de train, l'ont frappée avec une brique et l'ont traînée dans le buisson pendant les attaques sur les trains du corridor Pretoria PNR Sport. La commission tel qu'il a déclaré, la dite commission, c'était donc dimanche dernier. Mais nous restons en Afrique du Sud avec donc Sunday Citizens, accusé numéro 1, cet homme que vous voyez d'ailleurs à l'écran, Jacob Zuma. Les experts politiques et les organismes civiques ont donc applaudi la décision de poursuivre enfin l'ancien président Jacob Zuma en disant que cela montre une véritable démocratie et de justice dans ce pays-là qu'on appelle l'Afrique du Sud. C'est ce que nous révèle ce matin Sunday Citizens qui nous fait désormais savoir à sa une que M. Jacob Zuma fera donc l'objet de poursuites judiciaires, lui qui devra donc répondre de ces nombreux chefs d'accusation qui lui sont d'ailleurs reprochés. Zuma défendra le pari. Oui, je l'ai fait pour BEE, note ce matin. Sans détail qui est également en kiosque depuis quelques heures. Nous quittons l'Afrique du Sud pour l'Angola. Joao Lourenço réfute une idée divisée au MPLA, précise à sa une Ango Presse qui nous fait savoir que le vice-président du MPLA, Joao Lourenço, a réfuté samedi à Luanda l'idée qu'il existe une division au sein du parti qui place les militants entre les partisans et le chef du parti, José Eduardo dos Santos, parlant à l'ouverture de la deuxième réunion méthodologique sur l'organisation du travail de parti. Le vice-président a soutenu que tout au long de son histoire, le MPLA a affronté et surmonté les moments difficiles où les divisions l'ont d'ailleurs affaibli, mais toujours savait comment éviter les prises conséquentes. Pour cette raison, il a d'ailleurs dit que dans la mesure du possible, nous devons travailler à l'avance pour éviter cela. Préoccupation qui doit d'ailleurs être permanente car à l'intérieur et à l'extérieur du parti, il y a toujours eu ceux qui s'intéressent à l'érosion du MPLA. Ne remplit pas sa mission historique. Si avec Ango Press, le président refute cette idée de division au sein du parti au pouvoir, avec le journal d'Angola qui est naturellement, que nous apprenons donc à sa une que Joao Lourenço nie désormais la division parmi les militants du MPLA. L'intégralité de cette information a découvert ce matin dans les colonnes du journal d'Angola disponible donc depuis ce pays qu'on appelle l'Angola. Avec le Soto Time, les soldats de la SADC ont tout simplement été expulsés. C'est ce que nous dit le dit journal à sa une. La force en attente de la communauté de développement de l'Afrique australe, le Soto, a adopté une ligne dure sur la mauvaise discipline parmi les membres. Au milieu donc des révélations selon lesquelles elle abrite maintenant 5 soldats angolais. Des sources proches de la force de la SADC connues sous le nom de mission préventive de la SADC au Lesotho, en abrégé SAPMI, ont déclaré cette semaine au Lesotho Times que 5 personnes avaient donc été expulsées le mois dernier pour diverses indisciplines. Certains d'entre eux étaient d'ailleurs impliqués dans la fête et la consommation d'alcool, tel que le voit ce matin le Lesotho Time. À lire absolument dans les colonnes du journal. Nous quittons donc l'Afrique australe pour l'Afrique de l'Est avec dans les voies du Burundi. Iwaku, réponse de l'ambassadeur Anatole
Bakanamo à la lettre ouverte du docteur Steph Van der Geest. Respect de l'autre, mots mesurés et ouverture. Le journal salue d'ailleurs les échanges entre l'ambassadeur Anatole Bakanamo à la lettre ouverte du docteur Steph Van der Geest sur une polémique très radicale. La suite à lire ce matin à l'intérieur du quotidien Iwaku, qui est effectivement depuis quelques heures. Démission de Razao Narimam Pianina à la une de midi Madagascar. Rivo Rakoto Vao en embuscade. Olivier Mafali en sursis, nous dit donc le dit journal. Il reste plus que 6 mois et 8 jours de pouvoir pour l'actuel locataire d'Avoloa s'il brigue un second bail de 5 ans. Le président de la République en exercice qui se porte candidat aux élections présidentielles démissionne de son poste 60 jours avant la date du scrutin présidentiel. Dans ce cas, le président du Sénat exerce les attributions du présidentiel courantes jusqu'à l'investiture du nouveau président. C'est ce qui est stipulé dans l'article 46 alinéa 2 de la constitution de ce pays qu'on appelle Madagascar. Durant donc son intervention sur la radio France Internationale, le ministre des Affaires étrangères Harry Rabari Nzaka a déclaré que le premier tour de la présidentielle aura lieu le 24 novembre prochain. Eri Radrao, qui brigue visiblement un second mandat, devrait donc démissionner le 24 septembre prochain. Au plus tard, si l'on fait le calcul, il ne reste plus que 6 mois et 8 jours de pouvoir pour l'actuel locataire d'Avaloa. Il sera donc un candidat comme les uns, non comme les autres. Eh bien, c'est ce que nous voyons ce matin, midi Madagascar. Projet de loi organique sur les élections à la une de la tribu de Madagascar. Le GEN demande une analyse approfondie pour les parlementaires. Le GEN ou groupement des experts nationaux appelle à la vigilance des parlementaires dans l'examen des projets de loi qui seront donc amenés à être votés. Cette organisation de la société civile tient à souligner que la rédaction de ces textes laisse les empreintes de la communauté internationale alors que ces projets de loi révèlent naturellement des affaires de souveraineté. Un certain nombre d'articles sont également à revoir pour favoriser au maximum l'égalité des chances des 10 candidats tels que vous voyez ce matin. La tribu de Madagascar qui est naturellement en kiosque depuis quelques heures du côté de Madagascar. Nous sortons de Madagascar avec l'expression quotidien. Parlant de corruption, Claudine Razaï Mamoudi, de retour donc au parquet, remarque le dit journal, impliquée dans plusieurs affaires de corruption. Claudine a été extraite selon le journal à la prison de Mandjaka-Driana pour être à nouveau auditionnée. Au Djibouti, deuxième congrès du Rassemblement populaire pour le progrès avec la nation, tous derrière Ismaël Omar Guelleh sous le thème « La femme djiboutienne, un leadership politique transformationnel ». Le Rassemblement populaire pour le progrès RPP, organisé au Palais du Peuple, son 12e congrès, la plus vieille formation politique du pays, a reconduit son leader charismatique et chef de l'État Ismaël Omar Guelleh au poste de président pour un nouveau mandat de 4 ans. Nous sommes en Ouganda avec New Vision, deux sociétés sous enquête donc sur de faux vaccins contre l'hépatite. Retient donc New Vision qui nous fait savoir que Sarah Opendi, le ministre d'État chargé de la santé en charge des tâches générales, a déclaré lors de leur surveillance du marché, ils ont retracé certains des vaccins contrefaits à Kumate Diagnostic Kampala et Fort Evergreen Enterprise à Holt Kampala. Et bien, selon donc la presse ougandaise, et bien probablement des faux vaccins contre la thérapie seraient donc en circulation du côté de certains hôpitaux du côté de l'Ouganda. Eh bien, New Vision nous révèle ce matin que l'Ouganda veut d'ailleurs éradiquer ces faux vaccins contre l'hépatite en circulation dans ce pays. Là, restons en Ouganda puisque nous y sommes. ICG arrête les changements de personnel de Mutubele dans la BOU, remarque dans Daily Monitor. La suite est donc à découvrir dans les colonnes du dit journal. Les médias africains ont le devoir de produire du contenu local.
chef sortant de l'AUB au Rwanda. C'est ce que nous révèle la semaine dernière New Time, et bien qui nous fait savoir que la semaine dernière, le Rwanda a accueilli la 11e Assemblée générale de l'Union africaine de radiodiffusion AUB, qui a attiré des participants de plus de 40 pays pour délibérer sur des questions entourant le paysage des entreprises de radiodiffusion. La réunion a été honorée par le président Paul Kagame et le président de la Confédération africaine de football Ahmad Ahmad. Julius Bizumungu du New Time s'est entretenu avec le docteur Kwame Akufo Adolf-To, le président sortant du syndicat, pour parler des résultats de la réunion de son mandat et des travaux inachevés. Bien, au sorti de cet entretien, on comprendra tout simplement que les médias africains ont donc le devoir de produire du contenu local. Et bien, l'intégralité de cette information est donc à consulter ce matin dans les colonnes de New Time, qui est effectivement en kiosque depuis quelques heures au Kenya. Le service de police est confronté à une sortie massive après les réductions de salaire. Retient sa une Daily Nations. Eh bien, le journal nous fait savoir que les officiers diplômés handicapés ont donc commencé à démissionner de leur poste après que la commission de la police nationale ait réduit leur salaire jusqu'à moitié la semaine dernière. Les officiers qui ont déjà reçu leur salaire de mars payé par la police kenyane SACO ont donc déclaré dimanche à la nation que leur salaire net avait été réduit de manière tout simplement significative, dans certains cas jusqu'à 26 000 shillings, tel que nous voyons ce matin. Daily Nations. Ne manquez pas Aran Online. À sa une, Jawari demande le redéploiement des forces régulières au Parlement alors qu'il hoche tout simplement la tête contre lui. Le président de la Chambre des représentants, Mohamed Ousmane Jawari, a appelé dimanche à un redéploiement des forces de sécurité régulières au Parlement, un jour après que la MISOM ait pris la direction de la sécurité de la Chambre. S'adressant donc aux médias à Mogadiscio, Jawari a déclaré que les forces déployées récemment à la Chambre basse devraient être libérées. Le président du Soudan du Sud exprime son optimisme lors de la prochaine série de pourparlers, titre donc Soudan Tribune. Le président sud-soudanais Salva Kiir a déclaré dimanche qu'il était optimiste quant aux résultats positifs de la nouvelle série de pourparlers de paix, affirmant que tout était désormais axé sur la paix interne et la transformation en une république fédérale démocratique. Je suis optimiste que la paix viendra bientôt au pays. Il y aura une lumière dans le nouveau cycle de pourparlers de paix. Nous avons renforcé notre équipe et ils iront négocier de bonne foi avec tous les groupes d'opposition, a déclaré Salva Kiir lors d'une réunion du Conseil des anciens dans la capitale du pays. C'était donc du côté de Djouba. En Tanzanie, avec The Citizens qui déploie la forme 6, la forme 6 sortant pour compléter donc la pénurie de professeurs de mathématiques dans les différentes écoles donc du côté de la Tanzanie. Nous allons donc aux îles Comores avec Al-Watwan, programme de citoyenneté économique. La mafia au sommet de l'État, retient donc le journal qui nous fait savoir que le rapport de la commission parlementaire sur le programme de la citoyenneté économique n'a pas été communiqué officiellement, mais circule sous le manteau des révélations de ce rapport, donne donc des sueurs froides tant sur les ampleurs des réseaux d'influence que gravitent autour des Comores que de la complicité flagrante des autorités qui ont d'ailleurs eu en charge ce dossier. Ce programme censé soutenir le développement des Comores n'a finalement servi que les intérêts privés tout en mettant gravement en péril la sécurité du pays. Des personnalités sulfureuses, des criminels recherchés sont détenteurs du passeport comorien ordinaire comme diplomate. Le programme a d'ailleurs les allures d'une entreprise tout simplement criminelle, tel que le voit ce matin Al-Watan. À lire absolument. Nous sortons de l'Afrique de l'Est avec donc Africa Time qui s'intéresse à l'aspect politique du côté donc de l'île Maurice et nous fait donc savoir à sa une que à l'île Maurice, dans démission de la présidente impliquée dans un scandale financier. La présidente mauricienne Amena Gourip Fakim, impliquée dans un scandale financier, s'est résolue samedi à démissionner dans l'intérêt national, a annoncé son avocat au terme d'un bras de fer avec le Premier ministre qui réclame son départ depuis
quasiment une semaine. Seule femme chef d'État en Afrique, Madame Gurib Fakim, était sous forte pression depuis 2 semaines à la suite de révélations sur des achats personnels réglés à l'aide d'une carte bancaire fournie par l'ONG Planet Earth Institute. Voilà donc la seule femme jusqu'ici présidente sur le continent africain. Eh bien, démission donc pour des faits de corruption. En tout cas, visiblement, M. Jacob Zuma n'est pas le seul à être épinglé pour des cas de corruption. Même du côté de l'île Maurice, on a des cas patents. En tout cas, l'intégralité de l'information est donc à lire ce matin dans les colonnes d'Africa Time, qui est naturellement disponible depuis quelques heures. Nous quittons l'Afrique de l'Est, amis lecteurs, pour l'Afrique du Nord. Eh bien, une grande presse nous attend de ce côté-là. Eh bien, depuis donc l'Algérie, c'est donc El Watan qui ouvre le bal. Secteur de l'énergie en 2017, donc à la une du journal. La production continue tout simplement à baisser. Le secteur de l'énergie a enregistré une nouvelle baisse de sa croissance en 2017. Elle est à mettre sur le compte des retards accusés dans la livraison de certains projets pétroliers et gaziers dont l'entrée en vigueur devrait donc intervenir courant 2016-2017. Le retour du secteur de l'énergie aux contre-performances rompt donc avec les espoirs d'une reprise suscitée par la croissance de 2016 qui était de l'ordre de 7,7%. Ce bon résultat avait donc rendu les responsables de la Sonatra tout simplement optimiste. Et depuis là, eh bien, on a évidemment l'impression que l'optimisme a tout simplement foutu le camp en lieu et place tout simplement d'une véritable panique. Et oui, parce que depuis quelques temps, on a évidemment l'impression que le secteur de l'énergie, bien que parlant de sa production, est tout simplement en baisse. Ils ont donc tenu un imposant rassemblement. C'était donc hier à Tamaracet. Démonstration de force des Touaregs, note donc à sa une ce matin le quotidien Liberté. Ils ont donc dénoncé la politique de l'exclusion et la marginalisation mise en œuvre dans cette région qui vit depuis l'élection présidentielle de 2014 une véritable fracture politico-sociale avec les autorités du pays. Seul l'œil vigilant des services de sécurité, le rassemblement des Touaregs qui devrait se tenir dans la salle Omnisport de la cité de Tahagar a eu lieu hier vers 15h à la maison de la culture d'Assine dans la ville de Tamaracet. Archicomble, la salle de projection s'est avérée trop exiguë pour contenir la foule composée de notables et de chefs de tribus venus des quatre coins de la gare pour prendre part à ce qui s'apparentait à une véritable démonstration de force, telle que nous a d'ailleurs révélé ce matin le quotidien Liberté. Il demande à Bouteflika de continuer. Le FLN appelle un 5e mandat. Remarque ce matin le soir d'Algérie qui nous fait savoir que le FLN n'est pas un bien vacant, les présidentielles non plus. C'est le secrétaire général du Front de Libération Nationale, Ahmed Ould Abez, qui l'affirmait avec insistance hier devant les 120 Mourafed du parti réunis à l'hôtel Le Mouflon d'Or de Ben Aknoun à Alger. En cette seule phrase, il aura presque tout dit. S'agissant de la prochaine élection présidentielle et accessoirement de la mission précise du FLN pour les mois à venir. En tout cas, M. Bouteflika semble désormais recevoir des motions de soutien venant naturellement du Front de Libération Nationale par la voix d'ailleurs de Ahmed Ould Abez, on l'a entendu hier. Eh bien, le Front de Libération Nationale appelle donc M. Bouteflika à briguer un 5e mandat à la tête de cet État qu'on appelle l'Algérie. Eh bien, M. Bouteflika est donc quasiment décidé à maintenir tout simplement son apogée, même son hégémonie à la magistrature suprême de cet État, alors que bon nombre de voix s'élèvent pour dire non à cette candidature de M. Bouteflika. Jusqu'où ira-t-il? Jusqu'où ira effectivement le Front de Libération nationale avec ses motions de soutien à répétition à l'égard de l'actuel homme fort de l'Algérie? Eh bien, l'intégralité de l'information, c'est donc à lire ce matin dans les colonnes du quotidien Le Soir d'Algérie. Rattrapage des coups perdus à cause des grèves. Ben Grebit, les élèves amenés à sacrifier quelques jours de vacances. Pointe donc à sa une ce matin le jour. Maintenant que la date du bac est tranchée, il reste à savoir
Comment rattraper les cours perdus? Selon la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Ben-Grebid, les élèves seront amenés donc à sacrifier quelques jours de leurs vacances de printemps, se rendant à leur établissement scolaire. Question de rattraper le temps perdu, on le sait. Eh bien, ces écoliers qui ont donc perdu assez de temps à la suite de ces mouvements d'humeur, des grèves lancés par certains syndicats et même le personnel enseignant du côté de l'Algérie. Il est donc question il est désormais temps pour ces élèves eh bien, de pouvoir sacrifier quelques temps de leur repos. Question pourquoi pas de pouvoir rattraper le temps perdu et on espère tout simplement qu'on pourra racoler les morceaux, surtout que la date de la tenue du baccalauréat algérien a donc été repoussée à des jours beaucoup plus considérables, ce qui permettra pourquoi pas à ces étudiants, que disent à ces écoliers, de pouvoir pourquoi pas boucher, en tout simplement boucler avant donc la tenue de ces examens-là. Nous enchaînons avec le quotidien de Laurent qui titre à sa une donc médecins, école normale supérieure, ADIAR menace les grévistes. Face donc au malaise dans plusieurs secteurs de l'enseignement supérieur, les pouvoirs publics semblent bloqués et n'ont pas trouvé d'autres réponses à donner donc aux étudiants en grève ouverte depuis plusieurs mois que des menaces recours à la loi. En tout cas, ça semble désormais être monnaie courante depuis quelque temps du côté de l'Algérie où l'opinion ou alors le gouvernement en place mené par un certain Ahmed Ouya, qui est d'ailleurs le chef de la diplomatie tel qu'implémenté par M. Bouteflika, semble ne pas avoir les moyens et surtout les méthodes y afférentes pour venir à bout de ces nombreuses manifestations. En tout cas, le quotidien de Laurent croit savoir ce matin que le gouvernement semble désormais utiliser la répression au lieu justement du dialogue et d'un dialogue pourquoi pas inclusif. Question d'apaiser les tensions qui sévissent désormais dans cet état-là qu'on appelle l'Algérie. Allez absolument ce matin dans les colonnes du quotidien de Laurent qui est en kiosque depuis quelques temps. 19 mars 1962, 19 mars 2018, commémoration donc avec l'expression quotidien. Il y a 56 ans, il signait les accords d'Évian. L'intraitable Krim Belkacem, note l'expression quotidienne à la tête donc de la délégation algérienne composée de Mohamed Sédik Ben Yahya, Reda Malek, Taeb Boularouf, Ahmed Boumendel, Sed Daleb, Mohamed Yazid et Ahmed Francis, ses compagnons de combat, jeunes et brillants, il négociera l'indépendance de l'Algérie sans concession, tel que nous dit l'expression quotidienne. Même son de coach avec donc El Moudjaïd qui est également en kiosque depuis quelques heures, 56e anniversaire donc de l'état de victoire. Avec le journal à sa une image admirable et notre fierté. Titre donc le quotidien El Moudjaïd. Tizi Ouzou, la session ordinaire de l'APW s'ouvre aujourd'hui avec donc la dépêche de Kabylie à sa une. Eh bien, l'exécutif expose tout simplement son bilan de 2017. C'est ce que nous dit d'ailleurs la une du quotidien, la dépêche de Kabylie qui semble s'intéresser toujours dans ses une à la petite localité ou alors à la banlieue de Tizi Ouzou. Nous fait savoir ce matin donc que la session ordinaire de l'APW s'ouvre en ce jour du côté donc de Tizi Ouzou. À la du journal donc, l'exécutif explose son bilan de 2017. À lire absolument dans les colonnes du journal. Financement non conventionnel et rationalisation des dépenses publiques. Le gouvernement affiche désormais sa stratégie. Titre donc à sa une, le Midi Libre, le Midi Libre, qui est effectivement en kiosque depuis quelques heures du côté de l'Algérie. Promotion de la femme, on n'a pas dans cette édition de la revue de presse avec le jeune indépendant. Le président Bouteflika réitère sa détermination, la détermination de l'Algérie. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a réitéré hier la détermination de l'Algérie à poursuivre le processus de promotion de la femme en politique et dans le développement. Dans un message aux participants à la conférence internationale sur la promotion de la participation politique de la femme, appui essentiel au processus de la réforme politique et du développement durable, le chef de l'État a indiqué que malgré les réalisations enregistrées en faveur de la promotion du rôle de la femme en politique et dans le développement, l'Algérie reste résolument engagée sur cette voie pour davantage de progrès. À lire absolument page 3 du dit journal. Grève des enseignants et des étudiants de l'ENS à la une du quotidien Liberté. Il y a des années blanches, d'Exit Hadar. Intégralité de l'information à lire ce matin dans les colonnes du quotidien Le Temps avec le quotidien sportif algérien Le Buteur à sa une donc.
Mouloudia avertit les grands d'Afrique. Eh bien, ce club algérien semble désormais ou alors en croit posséder les meilleurs atouts pour venir tout simplement à bout de ces leaders ou alors de ces grands clubs africains dans les différentes compétitions africaines dans lesquelles il est d'ailleurs convoqué. Alors, il est d'ailleurs compétitif. On va avoir le cœur net de cette information dans les colonnes donc, du quotidien. Le buteur qui est effectivement un kiosque du côté de l'Algérie. Nous quittons l'Algérie pour l'Égypte, avec Égypte Today donc, qui nous fait savoir à sa une que le cabinet approuve le budget pour l'exercice de 2018-2019 et d'ailleurs le soumet au Parlement. Le gouvernement égyptien a approuvé dimanche le nouveau budget de l'État pour l'année fiscale 2018-2019, a indiqué le Premier ministre Chérif Ismaël, ajoutant que le projet de loi sera soumis au Parlement. Nous apprenons avec Aram Online, fermeture donc des bureaux de vote pour les expatriés lors des élections présidentielles égyptiennes de 2018. Le vote pour les expatriés lors des élections présidentielles égyptiennes s'est terminé dimanche dans les ambassades et les consulats du monde entier. Une semaine avant donc l'ouverture des bureaux de vote dans le pays, les votes à Los Angeles et au Canada seront fermés lundi en raison de la différence de fuseau horaire tel que le voit ce matin Aram Online. Au Maroc, Gérarda en ébullition, la misère noire retient le magazine en kiosque Maroc Hebdo qui revient effectivement sur Gérardin. Nous fait savoir ce matin la misère noire. De ce côté-là, l'intégralité de cette information à découvrir ce matin dans les colonnes du Maroc Hebdo à Gérarda, puisque nous y sommes avec dans le quotidien tel quel. Les manifestations se poursuivent et l'indication des interpellés en cours retient le quotidien qui nous fait savoir qu'en dépit d'un fort dispositif sécuritaire dans la ville, les coordinations du Irak de Gérarda ont donc décidé de poursuivre les manifestations ce dimanche après-midi. De même, les vérifications sont toujours en cours pour identifier les interpellés et blessés suite aux événements du mercredi 15 mars. Le point avec donc le quotidien tel quel. À lire absolument dans les colonnes du dit journal. Pilier de l'économie locale, le cactus, un véritable levier de développement. Note aujourd'hui le Maroc. Le cactus est l'une des plus importantes sources de production dans les régions de Guelmim, Oued Noun et Souss Massa, en particulier dans la région d'Aïd Bamran, Sidi Ifni et Stouka Aïd Baha. Ce fruit revêt d'ailleurs, selon le journal, une importance particulière sur les plans économiques, social et environnemental. Nous restons toujours au Maroc avec la nouvelle tribune et l'Alami mondial 2026 au Maroc respecte les règles du jeu. Note la nouvelle tribune, le président du comité de candidature du Maroc pour l'organisation de la Coupe du Monde 2026 de football, Moulay Hafid El Alami, a assuré samedi à Casablanca que le royaume est un pays qui respecte les règles du jeu et qu'il mènera sa campagne dans les règles de l'art. Eh bien, on le sait, le Maroc qui est engagé dans cette politique de séduction donc du comité d'attribution du mondial 2026 par la Fédération internationale de football, association bien pilotée par Diano et Infantino depuis quelques années ou depuis quelques temps désormais. On voit ce gouvernement du Maroc se plier en mille morceaux pour tenter tout simplement d'avoir les faveurs des dieux, mais surtout donc de cette institution footballistique mondiale. On le sait, le Maroc est donc on va dire en conclave ou alors en embargo avec les États-Unis et justement le Mexique qui veut donc se voir attribuer l'organisation donc de cette belle fête du football mondial. Et bien ça sera donc probablement la seconde fois que l'Afrique accueille cet événement d'un autre genre après effectivement l'épopée sud-africaine de 2010 et bien où l'Afrique du Sud permettait donc au continent noir de vibrer au rythme tout simplement d'une compétition mondiale qui est la Coupe du Monde. Eh bien, le Maroc va-t-il y parvenir en tout cas? Et l'Alami, qui est donc chargé de pouvoir tout simplement piloter ce dossier, en train de mettre toutes les composantes en place pour permettre effectivement au Maroc de pouvoir statuer l'attribution de cette compétition. Le Maroc, on le sait, qui vient d'ailleurs d'organiser une compétition africaine qui n'est pas de la taille de la Coupe du Monde. On a vu quand même ce chant s'est déroulé avec beaucoup de succès dans le
le royaume, du côté du royaume chérifien, vont-ils y parvenir donc d'obtenir les faveurs des dieux? En tout cas, c'est donc du Just Wait and See. En Tunisie, trêve donc de populisme. La Tunisie a créé une démocratie, mais a perdu un État, reconnaît tout simplement et titre ce matin le quotidien Le Temps qui a d'ailleurs mis en guillemets l'expression démocratie et bien qui nous fait tout simplement savoir que loin d'être cette démocratie-là telle que voulue par les pères fondateurs de cette déclaration qui voudrait tout simplement qu'elle soit le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, eh bien le quotidien Le Temps croit savoir tout simplement que la Tunisie tient sa part des démocraties, eh bien laquelle a d'ailleurs fait perdre à cet État-là sa véritable identité. Ce n'est pas nous qui le disons, en tout cas l'intégralité de l'information est à lire, à découvrir ce matin dans les colonnes du quotidien Le Temps. Nous sortons de la Tunisie avec donc la presse news parlant économie à la une de la presse news de Tunisie, projet structurant, attentisme déstructurant. Eh bien le gouvernement peine à relancer l'économie, ses choix sont pourtant définis. Le fameux document de Carthage les résume si bien, mais dire est une chose, réaliser en est une autre. Youssef Chahed, chef du gouvernement, aura aussi la prouesse de se mettre sous le monde, aura donc de se mettre tout le monde à dos, eh bien les patrons, les ouvriers, la classe moyenne, les partis, y compris même le sien propre. Et peut-être que nous déclare d'ailleurs la presse news qui a d'ailleurs choisi cette image pour illustrer le malaise qui sévit du côté donc de la Tunisie où les nombreux projets structurants connaissent un véritable frein. Eh bien le journal passe ce matin d'attentisme tout simplement déstructurant parce que nous dit le journal, eh bien on a vraiment l'impression que le gouvernement piloté par M. Youssef Chahed ne semble pas tout simplement rallier tout simplement les actes à leurs paroles. L'intégralité de cette information à lire ce matin dans les colonnes de la presse news qui est effectivement en kiosque depuis quelques heures. Vous suivez le kiosque africain sur Afrique Média Télévision, c'est la toute première livraison sur votre chaîne panafricaine. Eh bien, nous quittons donc l'Afrique du Nord, cette fois-ci pour l'Afrique de l'Ouest. Et c'est avec elle d'ailleurs que nous allons effectivement sortir de cette autre édition. Nous enchaînons donc avec Daily Guide qui est effectivement en kiosque depuis quelques heures du côté donc du Ghana. Les 27 accusations d'Opina à la une donc des Daily Guide. Pas de chasse aux sorciers, a déclaré le procureur général. Le procureur général et ministre de la Justice, Gloria Afoua-Akufo, a refuté l'allégation de chasse aux sorciers contre les fonctionnaires de l'ancienne administration du National Democratic Congress. Selon l'AG, elle n'exécute que les actions ou alors les fonctions conformément à la Constitution. Madame Gloria Akufo a fait cette déclaration en réaction aux opinions exprimées par certains membres du CND suite donc à sa décision de traduire en justice l'ancien directeur général du Ghana, Cocoa Board, le docteur Stephen Kwabena Opuni, pour avoir causé des pertes financières énormes à cet État-là qu'on appelle tout simplement le Ghana. Au Libéria, la double citoyenneté, les projets de loi foncière reportés devant donc les comités, nous révèle Daily Observer, qui nous fait savoir qu'une campagne autorisée pour rappeler les résolutions sur la citoyenneté et la propriété foncière de la salle des comités s'est d'ailleurs intensifiée à l'Assemblée législative avec une volonté politique crédible des résolutions au bord du passage. Outre le réchauffement à l'Assemblée législative, la controverse s'est également approfondie chez les étudiants sous la forme des débats intellectuels. Les résolutions sont parmi les 4 qui ont donc été dans la salle des comités pendant plus de 30 jours depuis donc le 8 février 2018. La séance du 8e jour et la proposition a suscité, nous dit le journal, des débats intenses à travers le pays. L'intégralité de cette information a découvert ce matin dans le quotidien Daily Observer du côté donc du Libéria. Au Nigeria, avec Vanguard, restructuration, le groupe appelle à l'unité de but parmi les dirigeants d'Igbo, une organisation politique non partisane. L'association Takebak Nigeria a appelé les politiciens des États parlant Igbo à forger une idéologie commune dans l'appel à la restructuration du pays. Un communiqué publié à la fin d'une réunion publique de l'association Enugu a déclaré que l'Igbo devrait donc poursuivre ses aspirations d'une voie tout simplement commune. En Mauritanie, compression de 137 ex-employés de l'entreprise nationale de l'entretien routier de retient ce matin à l'Akbar qui nous fait dire que la commission chargée de la fusion-absorption entre la société d'assainissement des travaux de transport et de maintenance et l'entreprise nationale de l'entretien routier a procédé à la compression de 137 employés de l'INR. La fusion-absorption entre l'ATTM et l'INR a entraîné la dissolution
l'exécution sans liquidation de l'honneur et le transfert de son patrimoine à l'ATTM qui gardera d'ailleurs la même dénomination telle que nous voyons ce matin à l'Akbar. Nous quittons donc la Mauritanie pour la Guinée. Discours ethnique, propos haineux, dérive verbale, alpha, bras croisés, la Guinée au bord tout simplement du chaos. Titre donc Guinée News qui nous fait savoir que les pessimistes et les prophètes du malheur considèrent que la Guinée ressemble à un pays tout simplement maudit. Pour illustrer leurs propos, ils disent que chaque fois que l'on pense avoir réglé une crise, une autre plus grave éclate le lendemain. C'est le syndrome de l'éternel recommencement qui guette tout simplement les Guinéens. Certains de serrer la ceinture depuis 2010. Les Guinéens connaissent un début d'année tout simplement difficile. La preuve, à peine que le syndicat eut fini de chauffer le pays, l'opposition l'opposition a repris le relais. Malheureusement, c'est le moment que le ministre du budget Mohamed Lamine Doumbaya a choisi pour annoncer sans état d'âme une éventuelle hausse du prix du litre de carburant à la pompe. En tout cas, les Guinéens sont désormais, nous dit le journal, dans la tourmente. Si ce n'est pas les mouvements d'humeur de revendication, ce sont en tout cas des décisions prises, pourquoi pas, on va dire, à l'emporte-pièce par le gouvernement de ce pays-là qu'on appelle la Guinée-Conakry. Eh bien, le jeune fait tout simplement savoir que la Guinée n'est pas tout simplement loin de ces États-là qu'on pourrait qualifier d'État maudits, parce que lorsqu'une crise s'en va, eh bien, une autre surgit, et ainsi de suite. En tout cas, le mal n'est pas loin de finir. Eh bien, les lendemains meilleurs, pas loin d'être prédits dans ce pays-là. C'est ce que nous voyons ce matin, Guinée News, qui est effectivement en kiosque depuis quelques heures. À lire absolument dans les colonnes du journal. Que c'est parti du côté du Togo, avec dans cette fois-ci Togo Tribune, Ademagbo répond à Boukpessi et fait planer désormais la menace des manifestations de rue. C'est ce que nous renseigne la une de Togo Tribune qui fait savoir que le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales a décidé d'annuler les manifestations programmées pour la semaine prochaine par la coalition de l'opposition annoncée en semaine par le leader du Parti national panafricain Tikpi Atandam Payado à Boukpessi évoque la nécessité de respecter le règlement intérieur du dialogue politique en cours et d'avoir des égards pour le facilitateur Nana Akufo-Addo, la coordinatrice de la coalition fustige une décision dictatoriale qui n'émeut pas le regroupement qu'elle dirige. Brigitte Kafui Agdamagbo Johnson entend juste un retour à la facilitation sur la question de l'arrêt de la préparation des élections pour se déterminer quant aux manifestations de rue. En tout cas, on a évidemment l'impression que le gouvernement ou alors la ministre de l'administration semble ne pas être d'accord avec ce mouvement ce mouvement d'humeur, bien évidemment monté par la C14 avec en prime le leader du Parti national panafricain Tikpi Atandam qui avait d'ailleurs annoncé la semaine dernière vouloir battre le pavé pour se faire entendre. En tout cas pour lui, veut ou veut pas, M. Faure-Gnassingbé doit tout simplement entendre l'opposition, lui qui est d'ailleurs, on va le dire, cantonné dans une espèce, on va dire, de mutisme qui ne veut tout simplement rien entendre venant de la part de l'opposition. On avait cru voir quelque peu M. Faure-Gnassingbé flexible au préalable formulé par l'opposition. Et bien en croire ce qui a d'ailleurs pris place du côté du Ghana avec le facilitateur Nana Akufo-Addo et la presse qui nous revient de ce côté-là, on a visiblement l'impression que M. Faure-Gnassingbé ne veut rien entendre, ce qui plonge d'ailleurs ce pays qu'on appelle le Togo dans une véritable crise politique où on a d'ailleurs annoncé morts, hôpitaux, écoles fermées. En tout cas, la population est tout simplement dans la rue. C'est donc une véritable page noire qui traverse donc le Togo depuis quelques temps. On reste au Togo avec dans Togo Presse qui nous fait savoir tout simplement que le pays du Togo et la Namibie renforcent tout simplement leurs liens d'amitié et de coopération. C'est ce que nous annonce à sa une ce matin Togo Presse qui est naturellement en ligne depuis quelques heures. Nous quittons le Togo pour le Bénin avec dans la nouvelle tribune de ce pays-là, Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, le Bénin en difficulté pour la levée des fonds, titre donc à sa une. Le dit journal, le Bénin a encore enregistré un échec dans la levée de fonds sur le marché financier de l'espace UEMOA. Ce sixième échec en l'espace tout simplement de quelques mois dénote certainement de la faible crédibilité que les citoyens de l'espace économique sous-régional accordent au pays du compétiteur né Patrice Talon. Le Bénin peine de plus en plus à lever les fonds sur le marché financier UEMOA. En effet, l'agence UEMOA titre en collaboration avec la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a organisé le 15 mars dernier l'émission d'obligations assimilables du Trésor d'un montant de 30 000 milliards de francs CFA pour une échéance de 3 ans.
soit le 15 mars 2021. C'était donc la demande, c'était sur la demande de la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique du Bénin. Mais le Bénin n'a obtenu qu'une soumission de 18,337 milliards de francs CFA, soit 52,39% du montant recherché. Du Bénin pour le Burkina Faso, pénurie d'eau dans ce pays, là précisément du côté de Ouaga, le calvaire des habitants de Nagrine, tel que nous révèle ce matin à sa une le quotidien Le Pays, qui est effectivement en kiosque depuis quelques heures. Et Sakane, une centrale hybride de 15 mégawatts inaugurée, retient à sa une Sidouaya, qui croit savoir ce matin que le président de ce pays, la Roch-Marc Christian Kaboré, tel qu'il avait d'ailleurs annoncé sa politique d'industrialisation, semble désormais mener ou alors rallier les paroles à l'acte avec donc cette autre centrale hybride qui vient donc de voir le jour du côté donc de Sakane, du côté de Burkina Faso. Et bien, vous en faites savoir que c'est donc une centrale de près de 15 000 mégawatts, qui aurait donc été inaugurée dans ce pays-là au plus grand plaisir des citoyens de ce pays. Nous quittons le Burkina Faso pour la Côte d'Ivoire. Ordures ménagères dans le district d'Abidjan. Les travaux de la nouvelle décharge lancée aujourd'hui. Nous dit donc alors Fraternité Matin qui croit savoir que le Premier ministre procédera à la pose de la première pierre au centre d'enfouissement technique. Ce sera donc du côté de PK, 14 communes de Songa. Eh bien, il faut dire le problème de traitement des déchets, des ordures, alors des déchets ménagers, pose désormais problème dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Eh bien, le pays semble désormais trouver une solution, un palliatif à ce propos. Fraternité Matin nous en dit d'ailleurs plus. À lire absolument dans les colonnes du journal. Affaire 2 Ivoiriennes battues au Maroc avec dans le jour plus. Les victimes racontent désormais leur calvaire. Les avocats dénoncent le blocage de la procédure judiciaire. C'est ce qu'on révèle le jour plus, qui est effectivement en kiosque depuis quelques heures. À la veille donc de l'appel de Daoukra en septembre 2014, les confidences jamais dévoilées sur ce qui s'était d'ailleurs passé entre Ouattara et Henri Konan Bédié. Titre donc à sa une le soir info. Il y avait des terrains il y a des témoins qui sont d'ailleurs présentés dans cette autre livraison du Soir Info. À lire absolument dans les colonnes du quotidien Le Soir Info pour connaître effectivement ce qui s'était passé donc au soir du c'était donc en septembre 2014 à la veille donc de l'appel de Douakro. C'était donc en septembre 2014. Meeting de l'opposition, meeting donc de l'opposition, c'était chaud à Yopougon samedi. Policiers et manifestants s'affrontent. Eh bien, pour Sangaré, il y a quelque chose de pourri qui sent une marche annoncée pour ce jeudi, tel que vous voyez ce matin le quotidien, l'intermème son de cloche. On prend les mêmes, on recommence avec l'intelligent d'Abidjan qui s'intéresse aux manifestations qui sont déroulées samedi. C'était donc du côté de Yamoussoukro, à l'endroit du journal. Un sanglant affrontement a été évité dans la famille de Oufouette. C'est ce que vous voyez ce matin, l'intelligent d'Abidjan. À lire absolument dans les colonnes du dit journal. Nous embrayons avec un autre journal, La Voix originale, qui est donc en kiosque depuis quelques heures seulement. L'EDS a refusé son test de popularité à Yopougon. Tout sur la marche de jeudi prévue par M. Sangaré, qui a d'ailleurs prévu une grande mobilisation du côté de Yopougon ce jeudi du côté de la Côte d'Ivoire. Les raisons, les dessous de cette marche à lire, à découvrir ce matin dans les colonnes du quotidien La Voix originale. Nous mettons la clé sous l'opération avec cette dernière une, Jeune Afrique, qui est également en kiosque depuis quelques heures et s'intéresse donc à la République démocratique du Congo, le pays, on va dire désormais, qui intéresse le dit journal. À la une dans le journal, le bal des dauphins, l'intégralité de cette information contenue ce matin dans les colonnes du quotidien Jeune Afrique, qui est effectivement en kiosque depuis quelques heures. Voilà donc l'essentiel à retenir de l'essentiel de la presse africaine telle que parue en ce jour du lundi 19 mars de l'an de grâce 2018. Amis lecteurs, est-ce qu'à vous souhaiter très bonne lecture, espérant tout simplement que vous allez vous diriger vers ces kiosques à journaux. Question de faire vivre la presse, mais surtout de posséder le pouvoir, car comme je vous dis chaque matin, qui a tout simplement le pouvoir, qui a tout simplement l'information, a le pouvoir. Eh bien,
Merci de nous avoir religieusement suivis dans le cadre de cette autre livraison, sinon le tout premier numéro de Kiosque Africain. Demain, c'est un nouveau jour. Restez en compagnie des programmes d'Afrique Média Télévision qui se poursuivent. Bonjour.